Je suis Cécile Dimsac, je suis chargée de mission médico-sociale à Caliris. Et donc aujourd'hui, c'est un retour d'expérience qui va être complété au vu de l'actualité par un focus sur la publication des résultats. Et vous verrez que même si peut-être que vous n'avez pas encore passé votre visite d'évaluation, d'avoir en tête ce qui sera publié comme résultat, c'est intéressant parce que ça permet aussi d'anticiper les critères sur lesquels on n'est pas forcément de but en blanc à se dire, tiens, celui-là, il est particulièrement important. Voilà. Comme d'habitude, le webinaire de retour d'expérience va se découper en 3 phases. Avant la visite d'évaluation, la préparation, pendant la visite d'évaluation et après la visite d'évaluation. Voilà, et donc l'idée, c'est vraiment un échange avec comme objectif donc, de partager cette expérience particulière qui est la visite d'évaluation et puis que vous puissiez utiliser ce témoignage pour préparer votre future évaluation. Et l'actualité sur la publication des résultats. Juste un petit point de présentation de Caliris rapide parce que beaucoup de personnes nous connaissent déjà, mais quelques-uns peut-être nous découvrent encore. Donc, on est la structure régionale d'appui à la qualité. On est une association dont les missions sont d'accompagner les établissements sanitaires, médico-sociaux, libéraux, professionnels dans les démarches d'amélioration de la qualité. Voilà, donc on est une association encore assez jeune, plein d'avenir. Nous allons pouvoir démarrer sur le cœur du sujet. Madame Bolo, je vous laisse vous présenter votre structure en quelques mots et puis nous dire un petit peu déjà quand avez-vous passé votre visite d'évaluation. À vous la parole, Madame Bolo. Oui, bonjour. Donc, je suis Marie-Laure Bolo. Je travaille au sein de la structure des Petites Sœurs des Pauvres à Orléans. C'est un EHPAD qui est dirigé par des religieuses. Il est un peu spécifique. Des religieuses et c'est un établissement qui a une capacité d'accueil de 54 lits. Voilà, moi j'ai en charge la gestion des résidents. Et depuis quelques années, je suis aussi référente qualité de ma maison à Orléans. Voilà. Les Petites Sœurs des Pauvres ont plusieurs établissements au sein de la France, mais également dans le monde. Mais chaque établissement est indépendant et leur vocation est d'accueillir des personnes à faibles ressources. Voilà, des personnes pauvres qui n'ont pas les possibilités financières d'aller dans d'autres EHPAD plus traditionnels. Voilà. Par contre, on accueille toute personne, quelle que soit sa confession religieuse. Ce n'est pas un critère d'admission, même si la direction sont des religieuses. Voilà. Combien de résidents? Donc 54 résidents. On a 54 résidents en EHPAD, on a aussi une résidence autonomie de 18 logements et depuis début août, nous avons ouvert une pension de famille qui a également 18 logements. Voilà, donc ça c'est tout nouveau, on débute dans ce domaine. D'accord. Et donc, quand s'est passée la visite d'évaluation pour vous? Alors, notre évaluation s'est passée tout début mars de cette année, les 3, 4 et 5 mars. Voilà, c'est un organisme. Oui. Allez-y. Voilà, c'est un organisme MQS qui est basé sur Rennes, qui a été sélectionné pour faire notre évaluation. Et donc les intervenants, ils étaient deux personnes à venir sur ces 3 jours. D'accord, donc effectivement, donc vous avez passé votre évaluation début mars, ce qui signifie que vous avez bénéficié
de la précision sur les cotations qui a eu lieu en octobre 2024. Et c'était pour moi intéressant justement d'avoir un établissement qui était passé après voilà, la modification, enfin les précisions sur les cotations. Alors, du coup, concernant le avant l'évaluation, comment est-ce que vous avez procédé pour vous préparer? Est-ce que vous avez réalisé une auto-évaluation? Et déjà, vous y êtes pris combien de temps à l'avance? Alors, on a commencé, on va dire, tranquillement, à peu près 1 an à l'avance. Mais vraiment, c'est sur les 6-7 derniers mois où on a été vraiment très actif au niveau de cette préparation et bon, on a débuté par bien sûr une auto-évaluation. Donc on a repris tous les critères, on a créé des groupes de travail avec les professionnels, on a sélectionné aussi des résidents et j'ai organisé l'auto-évaluation. Donc, j'ai pu mener les différents entretiens avec les différents groupes, avec la gouvernance également, pour préparer notre évaluation externe. Voilà. D'accord, ok. Donc des groupes de travail Oui, pluriprofessionnels? oui, tout à fait. On a essayé d'être le plus large possible, que chacun se sente intégré dans cette démarche et afin aussi qu'il soit préparé aux 3 jours d'évaluation externe, qu'ils sachent vraiment quelles allaient être les questions, comment allait se passer l'évaluation. Donc on a essayé vraiment d'inclure tout le monde pour cette préparation. D'accord. Là, vous parlez de vraiment préparer la visite en elle-même, mais moi, je me posais la question, est-ce que, par exemple, quand vous avez fait vos groupes de travail, ça a été l'occasion de finalement mettre à plat certaines organisations, se rendre compte que, bah, tiens, il y a peut-être des choses, des protocoles à reprendre, des choses comme ça? Oui, alors déjà, c'était reprendre une dynamique parce que bah, c'est vrai que depuis quelque temps, enfin, on a eu pas mal de turnover et on avait quand même bien ralenti les réunions d'équipe, etc. On a notamment eu une IDEC qui est partie sans avoir été remplacée pendant un certain temps. Donc on a eu une première IDEC avec qui justement on a commencé à remettre à jour nos protocoles. Malheureusement, bah, son mari a été muté, donc elle a été obligée de nous quitter et on avait recruté une nouvelle IDEC en juillet 2024. Donc voilà, elle est arrivée vraiment au moment où on lançait vraiment le gros du travail au niveau de l'auto-évaluation et des travails de groupe. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer par rapport à l'organisme évaluateur qui est venu, bah, comment ça s'est passé sur le choix? Est-ce que vous avez pu avoir des échanges en amont avec eux? Comment vous avez procédé? Alors cette société, cet organisme, on l'a sélectionné parce que, bah, comme je le disais au préalable, les Petites Sœurs des Pauvres ont différents établissements au sein de la France. Nous, on est rattachés, alors les Petites Sœurs sont divisées, on va dire, entre guillemets, en provinces. Et nous sommes rattachés à la province de Rennes. Et au sein de cette province, il y avait plusieurs établissements qui avaient à travailler avec MQS et les retours avaient été positifs quant aux échanges et à la façon dont ils s'organisaient, ils travaillaient. Donc on a décidé, nous aussi, de travailler avec eux. Voilà, donc au préalable, on a déjà eu des contacts, bien sûr, par courrier, et puis on a eu un échange en visio en janvier, voilà, pour se présenter mutuellement, pour qu'ils puissent nous présenter un petit peu leur programme,
la façon dont ils allaient procéder. Et puis avoir que eux, on puisse leur donner à eux les premières informations sur ce que nous avions fait et les premiers éléments qu'on pouvait leur donner. D'accord. Voilà. Très bien. De votre point de vue, au niveau de vos points forts sur la préparation et l'auto-évaluation, quels ont été vos points forts? J'ai été entourée d'une équipe donc, au niveau de la gouvernance qui était très motivée et qui se sont énormément investis. Voilà, c'était une équipe assez jeune. Hormis l'IDEC, voilà, on a une chargée RH qui était là depuis assez peu de temps. La direction avait changé enfin voilà, il y a 1 ou 2 ans. Donc l'équipe était jeune, très motivée. Donc on a eu quand même une cohésion d'équipe importante qui nous a permis de voilà de stimuler les différents soignants entre autres bah, pour s'investir dans cette démarche-là. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui nous a été d'ailleurs mis en avant lors du retour des évaluateurs à la fin de notre évaluation, à la fin des 3 jours. Mhm. Voilà. D'autres choses dans vos points forts? Sur Euh, la préparation, enfin, de votre point de vue, hein, de notre point de vue, voilà, bon, toutes les personnes se sont investies dans les jours pendant les 3 jours, vraiment tout s'est enfin, bien passé entre guillemets. Hein. On a quand même eu des choses à revoir. Mais voilà, chacun a répondu présent et, et voilà, on a ok. pu, pu passer ces 3 jours qu'on appréhendait beaucoup d'une façon de plus en plus sereine au fur et à mesure des évaluations. D'accord. Alors, si moi je m'arrête un peu sur la préparation, vous avez dit, voilà, vous avez fait des groupes de travail pluriprofessionnels et avec la gouvernance, et vous Oui, avez fait des entretiens avec les personnes accompagnées. oui. Effectivement, c'est pas. Moi, je trouve ça intéressant parce que. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui. Est-ce que Alors, ça vous a apporté? Comment vous avez. on avait sélectionné différents résidents avec on va dire des critères différents, hein, que ce soit au niveau de leur âge, de leur dépendance, euh, de leur, euh, comment dire, de leur parcours et puis de leur présence, voilà, leur temps de présence au sein de ma maison. Certains étaient arrivés assez récemment, d'autres étaient là depuis plusieurs années, donc on a essayé d'avoir quand même une population assez éclectique. Et puis, donc, on a passé les entretiens. Alors, moi, j'ai fait passer les entretiens en 2 groupes. Il y a même le mari d'une résidente en EHPAD qui a été présent aussi lors de l'auto-évaluation. Euh, et puis, bon, voilà, je leur ai expliqué les critères. J'ai essayé de dédramatiser parce que ils ont accepté facilement et gentiment de participer, mais quand même avec une petite appréhension sur les entretiens qu'ils allaient avoir. Voilà, ils avaient peur d'être jugés, de faire des mauvaises réponses, etc. Donc, cette période d'auto-évaluation nous a permis quand même de dédramatiser les futurs entretiens et voilà, on leur expliquait que chaque réponse était bonne à dire et qu'il fallait vraiment qu'ils se sentent à l'aise de répondre ce qu'ils vivaient au quotidien. Voilà. Et avec le CVS, comment vous avez procédé? Alors, le CVS, c'était un petit peu compliqué parce que les élections avaient eu lieu vraiment en fin d'année. Donc, on avait un CVS tout jeune qui a été complètement renouvelé. Donc, c'est vrai que pour certaines questions, ça a été compliqué parce qu'ils n'ont pas été encore, ils n'avaient pas encore été euh, en situation pour pouvoir répondre à certaines questions. D'accord. Est-ce que vous avez fait enfin, une réunion un peu extraordinaire de CVS pour présenter l'évaluation? Vous n'avez pas On eu le temps? l'avait,
dès la première réunion de CVS, on leur en a parlé puisque c'était vraiment une élection qui avait été faite dans le dernier semestre 2024. Donc, on a quasiment la première réunion après les élections, on a déjà abordé ce sujet-là. D'accord. Voilà. Ok. Très bien. D'autres choses? Alors, justement, si, est-ce que vous voyez des actes d'amélioration sur votre préparation, des choses que vous feriez différemment la prochaine fois? Bah, différemment, on le fera de toute façon différemment, puisque là, on a remis en route une dynamique au niveau des réunions régulières, au niveau voilà, des protocoles qui sont mis à jour assez régulièrement dès que nécessaire. Donc on a déjà quand même une dynamique qu'on n'avait pas auparavant, donc ça c'est déjà un point positif. Et puis j'aurais tendance à dire, voilà, peut-être malgré tout, notamment avec les résidents, anticiper un petit peu les réunions aussi et faire peut-être participer plus de personnes, voilà, pour que les personnes qui, au final, au moment de l'évaluation, voilà, ne souhaitent plus continuer, voilà, qu'on ait quand même un panel un peu plus important que ce qu'on avait là, puisqu'on a, au moment de l'évaluation externe, avait été interrogé 3 résidents. Et au final, on en avait choisi 5, puisque voilà, il y a une 6e personne qui, au moment du début de l'auto-évaluation, a décliné en fait sa participation. D'accord. Voilà. Ok. Alors, donc, concernant ce avant l'évaluation, je pense que le choix de l'organisme évaluateur, il est quand même assez déterminant et notamment sur les profils des évaluateurs. Alors, c'est vrai que vous êtes en EHPAD et la plupart des évaluateurs connaissent le milieu de l'EHPAD. Après, quand on est sur des structures un peu particulières, je sais pas, du type ESAT ou des choses un peu spécifiques, c'est vrai que c'est important de choisir aussi par rapport au profil des évaluateurs qui sont dans l'organisme évaluateur pour s'assurer que ils aient une connaissance du milieu. Mais c'est vrai que certainement, quand on est en EHPAD, on ne ressent pas forcément cet élément. Autre chose, vous en avez parlé beaucoup, c'est l'auto-évaluation. Alors effectivement, hein, la HAS ne nous dit pas que c'est obligatoire, mais fortement conseillé. En équipe pluriprofessionnelle, comme vous l'avez fait, Madame Bolo, effectivement, ça permet d'emmener tout le monde dans la même direction et en même temps, avec voilà, peut-être une constitution d'un comité de pilotage. Alors, je ne sais pas si vous aviez vraiment un comité de pilotage, Madame Bolo, ou c'est plutôt... En fait, c'était la gouvernance, essentiellement la gouvernance qui faisait partie du comité de pilotage. Mais voilà, il a... En tout cas, déterminer une instance qui pilote la chose, on va dire. Exactement. C'est vrai qu'il y a l'idée des entretiens avec les personnes accompagnées, donc réaliser des accompagnés traceurs lors de l'auto-évaluation, c'est toujours très intéressant parce que ça permet vraiment de recueillir le point de vue au niveau vraiment qualitatif, au-delà des questionnaires de satisfaction qu'on peut faire de façon régulière. Mais je veux dire, là, on peut prendre son temps vraiment à approfondir certaines thématiques. On n'est pas obligé de faire d'ailleurs l'ensemble des critères. Hein. Il y a peut-être on peut orienter les thématiques en fonction de son établissement. Voilà. Et puis, alors, on n'en a pas trop parlé, mais on y reviendra tout de suite après sur le planning de l'évaluation en lui-même. C'est vrai que c'est quand même un enjeu d'organisation logistique certain. Et peut-être qu'on va faire la transition sur cette thématique-là, Madame Bolo, sur le plan l'évaluation. Finalement, sur le planning, est-ce que vous l'avez eu bien en amont? Est-ce que vous avez dû faire des allers-retours avec l'organisme évaluateur? Oui, on a eu le planning, je vais dire, peu de temps après le contact en visio. Donc on a pu voilà,
s'organiser en fonction d'eux. Sachant que la première matinée, la première journée, c'était essentiellement la gouvernance. Le deuxième jour avec les professionnels et avec les résidents le troisième jour, hein. D'accord. Voilà. Et également les professionnels aussi au niveau du troisième jour. Oui, bien sûr. OK. Donc, sur le choix des accompagnés traceurs, vous nous avez dit tout à l'heure donc, que vous avez fait attention qu'il y ait des parcours un peu différents, Oui. des profils différents. Mhm. Le jour de l'évaluation, est-ce que vous avez rencontré des problématiques particulières concernant les entretiens avec les accompagnés traceurs? Non, 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 pas du tout. Alors voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on a fait une sélection de 5 résidents. On leur a proposé les 5 résidents et après la visite, ils ont regardé les profils. Enfin, on leur avait envoyé les profils au préalable et à leur arrivée, en fait, ils nous indiquaient les résidents qu'ils avaient sélectionnés pour les entretiens. Mhm. Et ils ont eu des entretiens individuels au sein de dans leur chambre pour qu'ils se sentent plus à l'aise. Et on n'a eu aucun souci, que ce soit avec les uns ou les autres. Voilà, tout le monde a répondu présent. Ok, juste pour rappel, donc cet été a été précisé dans une fiche, dans la fiche accompagné traceur, en fait, la proportion d'accompagnés traceurs en fonction du nombre de places dans vos établissements. Donc maintenant, alors vous avez combien? 54. 54, on a 54 résidents. Mm. Là, si vous étiez passé après le 15 octobre, eh bien, vous aurez dû présenter 4 accompagnés traceurs. Mhm. Enfin, vous aurez dû faire participer 4 personnes et donc présenter le double. Et ça, c'est bien Mhm. noté, hein, dans la fiche accompagnée traceur. Donc, il aurait fallu sélectionner 8 profils Mm. pour cette séquence d'accompagnés traceurs. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas pris connaissance de cette fiche là dans le manuel qui a été mis à jour en juillet 2025, il y a quand même beaucoup d'éléments complémentaires sur la méthode d'accompagner traceur. Donc, non seulement sur le nombre en fonction du nombre de places, mais aussi, voilà, maintenant, ils ont cadré le fait que les organismes évaluateurs doivent choisir au plus tôt 15 jours avant les personnes qui vont sélectionner, au plus tard le jour du début de l'évaluation. Voilà, donc, et puis ils ont spécifié aussi que l'établissement doit faire une petite fiche synthétique pour présenter la personne accompagnée et c'est bien noté les éléments qui doivent être présentés à l'organisme évaluateur. Voilà, je fais une petite parenthèse pour préciser, c'est les éléments qui datent de cet été. Alors, concernant les réunions, donc au moment de la visite d'évaluation, il y a une réunion d'ouverture et il y a une réunion de clôture. Madame Bolo, est-ce que vous pouvez nous parler de comment ça s'est passé, qui était présent, etc. Alors, au niveau de la réunion d'ouverture, il y avait la gouvernance, donc la directrice et son adjointe, moi-même, notre IDEC et la chargée RH. Et nous accompagnait aussi la, la responsable qualité soins, qui fait partie d'une association provinciale et qui nous aide en fait au niveau. Alors, elle n'est pas rattachée à la Maison d'Orléans, hein, et c'est une association indépendante, mais qui intervient au sein de chaque maison des petites sœurs des pauvres, ben, pour nous aider justement à, à créer les protocoles, à être à jour et être, en- à être au fait de toutes les nouveautés des lois et donc elle était présente aussi voilà, en consultation. D'accord. Ça a duré Voilà. combien de temps votre réunion d'ouverture? Oh, ça a duré 1 heure, je crois, à peu près.
D'accord. Et sur Voilà. la réunion de clôture, donc avec qui ça a eu lieu et... Les mêmes personnes. Alors, la réunion de clôture a eu lieu avec les mêmes personnes. Et c'est pareil, ça a duré trois quarts d'heure, une heure à peu près. Sachant que tous les soirs, non, enfin, non, tous les matins, avant de débuter la journée, on avait une réunion avec les évaluateurs qui faisaient un point sur ce qui avait été vu la veille. D'accord. Voilà, le deuxième et le troisième jour. D'accord, ok. Voilà. Donc après la réunion d'ouverture, en général, il y a la visite de l'établissement. Est-ce que c'est Oui, comme ça que ça s'est passé? exactement, oui. On leur a fait visiter l'établissement. Alors là, c'était plus vraiment la direction seule, la directrice et son assistante, qui accompagnaient donc les deux évaluateurs dans leur visite de l'établissement. Voilà. Il y en D'accord. a un qui échangeait, qui était plus dans l'échange et l'autre qui regardait plus, qui était plus au fait des affichages, euh, de, des différentes dispositions de salle. Enfin voilà, il était, il était moins dans l'échange et plus dans l'observation. D'accord, ok. Ouais. Et la prise de notes. Ok. Au niveau des entretiens avec les professionnels, qui a participé aux entretiens en termes de fonction? En fait, quasiment toutes les fonctions étaient représentées. Donc, infirmière, AS, ASH. On avait également une personne de la buanderie. Il y aurait dû avoir notre technicien de maintenance, mais qui était absent cette semaine-là, donc il n'a pas pu participer. Et on avait également notre psychomotricienne. Voilà, plus une responsable de service euh, qui était une petite sœur également. D'accord, ok. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui se sont déroulées bien ou moins bien durant ces entretiens, soit avec les professionnels, soit avec la gouvernance? Euh, Avec les professionnels, on a eu bon, quelques absences inattendues, donc il a fallu s'organiser en fonction d'eux pour essayer vraiment qu'il y ait un membre au moins de chaque fonction qui soit présent lors des entretiens. Mais il n'y a pas eu de problème à proprement parler, que ce soit nous avec la gouvernance ou avec les professionnels. D'accord. Et sur le vécu des entretiens par les professionnels, comment est-ce qu'ils ont vécu ça comme un truc, faut aller à toute vitesse, faut donner les éléments de preuve à toute vitesse ou... Non, 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 non. Même pendant la visite, enfin voilà, ils ont pris le temps. Donc, lorsque l'un était en entretien, l'autre était sur l'étude documentaire. Donc, euh, on n'a pas eu ce sentiment d'être pressé, bousculé pour répondre, que ce soit verbalement ou par preuve, puisque tout avait déjà été préparé au préalable. On leur avait dédié une salle pour tout ce qui était recherche documentaire. Et puis on leur avait aussi donné l'accès, que ce soit à notre référentiel et à notre logiciel de soins. D'accord, ok. Alors ça, c'est vrai que je le souligne parce que quand on échange avec les établissements qui passent leur évaluation là, depuis quelques mois, la plupart nous disent, mais ils nous bombardent, ils enchaînent les critères les uns à la suite des autres, il faut sortir les éléments de preuve et tout. Et je vous dis, c'est la première fois que j'entends un établissement qui dit, non, voilà, on s'est pas senti pressurisé, donc comme quoi c'est vraiment Mm. organisme et Mm. évaluateur dépendant. Et ça peut bien se vivre aussi. Oui, oui, en disant on s'est détendu petit à petit. Mais c'est vrai on avait aussi fait en sorte de tout prévoir. Enfin, on avait vraiment énormément travaillé pour vraiment tout regrouper, voilà, qu'ils ne cherchent pas à droite à gauche. Voilà, bien sûr, il a manqué quelques documents, mais c'était quand même assez minime. Et, euh, et voilà, sinon ils avaient tout à portée de main dès l'instant où ils ont eu les droits au moment
de l'ouverture de cette évaluation et ils nous ont demandé de leur conserver leur droit d'accès à nos différents logiciels jusqu'à l'envoi du rapport final. Voilà. D'accord. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a des critères impératifs qui n'ont pas atteint la cotation 4 dans Et votre non, oui, établissement? oui, oui. Malheureusement, oui. Ça concernait essentiellement les événements indésirables et les plaintes et réclamations. Il nous a été reproché de ne pas faire, encore une fois, de réunion d'équipe, voilà, de travailler chaque événement ou chaque plainte en équipe. Voilà, de trop travailler exclusivement en petit comité gouvernance et pas assez avec les professionnels et également un mauvais retour au niveau des plaintes et réclamations. Voilà, à la personne qui a fait la plainte, c'était pas assez formalisé. Voilà. D'accord. C'était une surprise pour vous ou vous y attendiez? On s'y attendait plus ou moins. Oui, on s'y attendait plus ou moins. Mais voilà, comme on avait relancé assez peu de temps, quelques mois avant, relancer toute la machine, voilà, c'était des choses euh, qui n'étaient pas encore tout à fait au point et sur lesquelles on a travaillé depuis. D'accord. Et est-ce que vous avez eu des critères avec une cotation étoile? Non, Non. non, Ok. non, Ok. non. Qu'est-ce que vous retiendriez lors de cette vie, ces 3 jours, de vigilance ou de votre point de vue? Qu'est-ce qui est vraiment central pour vous? Euh, Essayer d'être le plus transparent hein, avec eux. De toute façon, on n'a pas trop le choix, mais voilà, de pas. Enfin, la communication verbale avec eux était bien sûr primordiale. Ne pas avoir peur de montrer ses faiblesses parce que voilà, on était une équipe jeune. Enfin, même si moi je suis là depuis quelques années, voilà, mes collègues, pour certaines, notamment les RH, n'avaient jamais travaillé dans un établissement médico-social. Donc, ben, tout ça, c'était très nouveau pour elle. Elle ne maîtrisait pas tout et pourtant voilà, elle a vraiment travaillé et, et montré voilà, une volonté. L'important, c'était de montrer une volonté de, de s'améliorer, même si à chaque début de journée, il nous montrait un petit peu les défaillances d'une chose ou d'une autre. Voilà, on les acceptait en reconnaissant qu'on avait encore du travail à faire. Ok, effectivement, c'est important. Enfin, ce que vous dites, c'est important parce que c'est le principe de l'évaluation, c'est vraiment le regard croisé. Mm. Et il vaut mieux être transparent parce que si la gouvernance dit quelque chose et qu'on ne retrouve pas chez les professionnels, Mm. alors là, pour le coup, c'est ça Mm. qui va faire des cotations qui n'atteignent pas de bons scores parce que Mm. finalement, on va se rendre compte qu'il n'y a pas d'alignement Mm. entre ce que les professionnels disent faire sur le terrain et la gouvernance, par exemple. Donc, Mm. effectivement, d'avoir en tête que c'est une photographie à intenter Mm. d'une organisation qui est de toute façon perfectible, c'est le principe de la démarche d'amélioration continue. C'est vraiment le bon état d'esprit pour réaliser cette évaluation. Alors, je vois dans le fil de discussion quelqu'un qui dit: Je suis étonnée qu'on puisse mettre à disposition des évaluateurs l'accès au logiciel de soins. Alors, je pense pas forcément que c'était le cas, qui contient des informations soumises au secret médical. Je pense que c'était plutôt le logiciel, enfin, tous les protocoles, etc. Mais aussi NetSoin. Enfin, on travaille avec NetSoin et ils avaient aussi accès à ce logiciel-là. Oui. D'accord. Bon, en sachant que de toute façon, enfin, les professionnels les évaluateurs sont
Quelle fonction c'était, infirmière Alors, ou... l'une était une ancienne cadre infirmier qui a même été aussi directrice d'établissement, Non. et l'autre, c'était un ancien kiné qui avait été aussi lui-même directeur d'établissement pendant quelques années. Hmm. Effectivement, l'accès au dossier n'est pas cadré par la HAS, hein. Mm. Ceci dit, c'est vrai que normalement, ils ne doivent pas avoir accès à Alors, des c'était ciblé, hein, leur accès était ciblé, mais, mais ils avaient quand même accès, notamment pour enfin, les transmissions, les choses comme ça. D'accord. Voilà. Mm. Effectivement, alors, enfin, c'est vrai que c'est un peu étonnant, mais il n'y a aucun cadrage qui existe à ma connaissance. Si ce n'est que, effectivement, ils sont soumis au secret Mm. professionnel eux-mêmes, mais bon. Euh, Très bien. Donc, concernant cette visite d'évaluation, donc vous avez bien dit que c'est important d'avoir des profils d'accompagnés traceurs Mhm. diversifiés. Vous avez mis en exergue la disponibilité des éléments de preuve, c'est-à-dire que vous aviez vraiment préparé des éléments de preuve Mm. et mis à disposition. euh, et mis à disposition également aux professionnels sur les éléments de preuve. Effectivement, vous avez fait part d'absence, hein, le jour Mm. de la visite, enfin, c'est la vraie vie, hein. Mhm. Il faut faire attention de bien pouvoir assurer et prévoir les effectifs suffisants pour assurer à la fois la vie de l'établissement et les entretiens. Alors, on n'a pas trop parlé, oui, sur l'entretien avec le CVS. Comment ça s'est déroulé? Est-ce que vous n'avez pas été surprise sur les réponses du CVS? Non, on n'a pas eu de surprise parce que comme je vous le disais, hein, c'était un CVS tout neuf, donc il y a certaines réponses, enfin certaines questions auxquelles ils ne savaient pas trop comment répondre du fait, voilà, vraiment du CVS récent. Oui, ouais, d'accord. Voilà, ils n'avaient pas l'expérience de beaucoup de réunions. Ils en avaient peut-être fait donc une ou deux. Donc voilà, c'est sur leur fonction, c'était quand même voilà, c'était assez pénalisant. Oui. Euh, mais de toute façon, on leur avait expliqué hein, que ils ne pouvaient répondre que ce qu'ils ne pouvaient répondre en fonction de ce qu'ils avaient vécu jusqu'à présent. Donc voilà, on savait que c'est quelque chose qui pouvait nous pénaliser aussi, puisque malheureusement, le CVS était très récent. Oui, après, bah, c'est la réalité de terrain, hein. Voilà, ouais. Et puis, un autre point, c'est vrai que ces temps des débriefings avec les évaluateurs qui ont souvent lieu le matin, Mm, enfin, le matin avant de démarrer, mm, c'est des temps importants où souvent, finalement, voilà, vous arrivez à capter un peu la température et éventuellement réajuster quelquefois hein, sur mm, des malentendus ou des choses qui auraient mhm. manqué. Donc ça, c'est quand même un temps assez important à pas Ouais, négliger et ça permet de sentir un petit peu le vent. oui. Très bien, on va passer maintenant après l'évaluation. Quel a été le délai entre la visite de l'évaluation et la réception du pré-rapport et... Voilà. Alors le délai était assez court, hein. Le délai était assez court puisque en fait l'évaluation donc a eu lieu début mars et on devait rendre le rapport le 31 mars. Donc on a eu à peu près voilà 19. Je crois qu'on l'a rendu le 10. Ils nous ont envoyé le pré-rapport le 19 mars. On avait à peu près une petite semaine, voilà, pour le lire et faire nos remarques. Au final, le pré-rapport collait beaucoup à ce qu'il nous avait dit en réunion de clôture, donc on n'a pas eu de surprise. Donc voilà, on n'a pas eu de remarques ou de contestations à faire par rapport à ce qui avait été écrit
dans le pré-rapport. Et puis, donc, on a validé, entre guillemets, le pré-rapport pour que après le rapport définitif soit validé. D'accord. Qui est-ce qui s'est chargé de la lecture du pré-rapport? Comment vous êtes organisé? Ben, c'était voilà, toutes les personnes qui faisaient partie de la gouvernance au moment de l'évaluation. Donc, on l'a lu d'une façon collégiale. D'accord. Voilà. Ok. Oui. D'accord. Très bien. Donc, au niveau, donc vous avez reçu rapidement le rapport défini. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça a engendré derrière pour vous comme action à mettre en place? Enfin, Ben, refaire un plan d'action, hein, organiser un plan d'action par rapport à tous nos critères qui ont été cotés assez faiblement, voilà, avec un planning, etc. Ben, donc déjà à réception du rapport, déjà on l'a transmis aux autorités, hein, par voie dématérialisée et par courrier aussi. On a fait un double envoi d'accord. par sécurité, donc en y joignant ben, le plan d'action des critères impératifs. Euh, et puis voilà, après créer le plan d'action et se remettre en marche eh bien pour rétablir et, et réaliser tout ce qui n'avait pas, ce pourquoi on était faible. Oui. Voilà. Effectivement, il y a donc le rapport doit être déposé sur la plateforme Démarche simplifiée, hein, Mm, et c'est propre à la région, hein, d'une région à mm, une autre, c'est pas forcément les mêmes modalités. mhm. Donc voilà, normalement la plateforme est suffisante, mais je comprends que vous ayez souhaité doubler pour sécuriser les. Oui, Très bien. Donc effectivement, le plan d'action qui est obligatoire pour les critères impératifs non atteints. Et c'est uniquement pour ces critères impératifs que c'est obligatoire de présenter un plan d'action. mm. Ensuite, au niveau des résultats, est-ce que vous avez déjà, enfin, est-ce que les résultats ont été communiqués, comment, auprès de qui, etc. Alors, bah, nos résultats, déjà après le rapport définitif, hein, lors du Conseil de la vie sociale, on en a parlé. Voilà, on a résumé un petit peu tout ce qui avait été rédigé dans le rapport final. Et puis, on a fait également une réunion avec l'ensemble du personnel, bah, déjà pour les remercier tous de leur participation. Et puis bah, de ce qui est ressorti du rapport définitif aussi, voilà, pour se mettre en marche dans notre démarche qualité. Voilà. Et puis, bah, quand les résultats voilà, ont été affichés via l'HAS, là, on les a affichés voilà, au sein de l'établissement, que ce soit pour les résidents, les familles, voilà, pour toute personne venant au sein de l'EHPAD. Oui, effectivement, on va, voilà, la deuxième partie du webinaire, on va regarder un peu ensemble à la loupe ces publications voilà, qui sont pour certains points assez inatteints, Mm. étonnantes. Enfin, on y reviendra. Donc là, du coup, la suite, vous avez dit, bah, on a fait un plan d'action. Est-ce que voilà, est-ce que vous avez réussi enfin, à maintenir la dynamique après mars? Alors, oui, on a essayé, voilà, on a quand même, on va dire, levé le pied un petit peu parce que ça avait vraiment été très intense avant l'évaluation. Donc, il y avait un peu un effet réunionnite pour les professionnels. Donc, on a ralenti les réunions, mais on avait aussi le pathos aussi d'un autre côté à préparer. Donc, c'est vrai que ça a été un petit peu plus allégé d'un côté pour pouvoir s'investir plus sur la préparation de la coupe pathos. Et puis bah, après est arrivé les congés d'été, donc là on reprend de nouveau des réunions régulières
pour continuer notre démarche. Effectivement, c'est un des points, oui, de vigilance, c'est de finalement ne pas tout laisser tomber parce que Oui. y a aussi X choses, X Mm, mm, demandes qui doivent être remplies et c'est de pouvoir enfin, mettre en place une dynamique d'amélioration continue sur le long terme mm. sans que ça fasse un effet yo-yo tous les 5 ans. C'est ça. C'est ça. Très bien. Sur l'après-évaluation, alors, bon, même si vous aviez enfin, voilà, vous aviez des délais contraints, Mhm. la relecture du pré-rapport est un temps qui est vraiment important parce que vous pouvez à cette occasion-là considérer qu'il y a des réévaluations de cotation à faire et c'est que à ce moment-là qu'il est possible de les solliciter. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête. Euh, Ensuite, bah, oui, vous avez donc l'affichage des résultats qui est obligatoire dans un délai de 4 mois après la clôture de votre évaluation. Oui, poursuivre la dynamique d'amélioration continue à travers des groupes de travail thématiques. Enfin, je pense que sur les 5 ans à venir, il faut pouvoir ventiler peut-être les différentes thématiques en les priorisant en fonction bah, de votre évaluation, hein, bien évidemment, pour pouvoir non pas, enfin, pas être trop sur la réunionite, comme vous l'avez dit, mais maintenir cette démarche d'amélioration continue. En complément, je pense que, enfin, vous l'avez dit en début de webinaire, Madame Bolo, c'est l'évaluation, c'est une opportunité pour questionner les pratiques et aussi les valoriser, hein, puisque c'est aussi un temps où quelquefois les professionnels se posent et se rendent compte que bah ouais, on fait du bon boulot et ça fait aussi voilà, c'est important de pouvoir à la fois bah, valoriser les pratiques, mais aussi les questionner. Et je pense que l'évaluation c'est une opportunité pour ça. Et puis vous l'avez fait aussi, enfin, dit à travers ce que vous avez témoigné, c'est finalement, l'évaluation, c'est un projet à part entière qu'il faut pouvoir organiser avec une instance qui copile, enfin qui pilote tout ça. Et puis un calendrier effectivement de avant, pendant, après, qui est important à tenir. Ce que je vous propose éventuellement là, c'est de faire peut-être un temps de questions-réponses sur cette évaluation avant, pendant, après, avant de passer sur le focus sur la publication des résultats. Donc, je vous laisse soit débloquer vos micros en direct, soit lever la main euh, pour ces d'éventuelles questions. Alors, il y a une question. Comment avez-vous fait pour les résidents en UVP pour les accompagner traceurs? En unité, c'est quoi UVP? Vous pouvez débloquer votre micro, Madame Rousseau, si vous le souhaitez. Ah, une unité de vie protégée, oui, d'accord. Je ne sais pas, vous avez une unité de vie protégée? Non, on n'a pas d'unité de vie protégée, non. Non, non. Peut-être que la question se portait sur le niveau cognitif, les capacités cognitives à remplir, je vais y arriver, les capacités cognitives des accompagnés traceurs qui sont en unité de vie protégée sont souvent altérées. Et la question de savoir comment est-ce qu'on mène les entretiens accompagnés traceurs. Alors, il y a justement là dans la fiche pratique sur l'accompagné traceur qui est ressortie en juillet,
C'est bien de préciser que la personne, même si elle a des capacités qui sont diminuées, doit participer à l'entretien accompagné traceur, que les organismes évaluateurs doivent adapter leur mode de communication au profil des accompagnés traceurs et qu'ils peuvent être accompagner ces personnes, ces résidents, par la personne de leur choix, mais qui ne sera là que pour rassurer la personne et non pas répondre à sa place. Donc, en fonction des profils, effectivement, les entretiens avec les personnes accompagnées peuvent être très rapides parce que la personne n'est pas en capacité de répondre. Mais en tout cas, l'organisme évaluateur doit se mettre les moyens en termes notamment d'adaptation de la communication. Je ne sais pas si je réponds à vos interrogations. D'accord, apparemment oui. Je vous propose d'avancer sur ce focus sur la publication des résultats. Donc, comme je vous disais en préambule, en fait, peut-être que les personnes présentes n'ont pas passé leur évaluation, enfin, j'imagine, mais c'est quand même intéressant de savoir un petit peu comment se présente la publication des résultats. Ça vous permet aussi peut-être de vous rendre compte de ce que ça peut donner auprès du grand public et quels sont les points qui sont finalement sur lesquels il faut être vraiment vigilant. Alors, donc, première chose, il y a donc un décret qui date du 4 décembre qui fixe les modalités de publication des résultats. Je vous ai mis le lien sur la slide. Donc, en général, quand c'est des retours d'expérience, je n'envoie pas les PowerPoint, mais là, on va le faire puisqu'il y a quand même pas mal d'informations sur cette deuxième partie. Donc, vous allez sur la HAS Caliscope et donc, ils ont rajouté cet onglet établissement ou service social et médico-social. Et vous allez rechercher le nom de l'établissement, le nom de votre établissement, la localisation, etc. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir atterrir sur votre fiche, tous les éléments qui sont publiés. Donc, les éléments publiés, il y a différentes choses, on va les détailler, mais la première chose que je pense que vous allez chercher, c'est comment est-ce que je récupère la fiche synthétique que je dois afficher et que le décret demande à être affichée. Donc, c'est donc là au niveau de imprimer les résultats qualité. Ça va vous sortir une fiche qui se présente comme cela, avec le nom de votre établissement, le nom de l'organisme évaluateur, le Caliscore, donc qui va de A à D. On y reviendra en fin de webinaire sur comment c'est calculé ce Caliscore. Et donc, vous avez l'ensemble des thématiques avec les moyennes des cotations. Donc, c'est cette fiche qui, a priori, est obligatoire à rendre disponible auprès du public dans vos établissements. 4 mois après la clôture du rapport, ou alors pour ceux qui ont déjà passé, au plus tard le 31 décembre 2025. Donc ça, c'est la fiche. Il faut savoir que la HAS a également mis à disposition des établissements un kit complet de communication qui contient une affiche A, B, C, D en fonction de vos résultats, où vous pouvez mettre votre logo là sur le niveau atteint. Alors, celle-là, elle n'est pas obligatoire, de ce qu'on a compris. Alors, et puis, il y a aussi 2 fiches synthétiques, donc une sur l'évaluation et une sur comment l'établissement est évalué. Alors, je les trouve assez intéressantes, ces 2 affiches, et notamment pour présenter ce que c'est que l'évaluation avant l'évaluation, soit aux professionnels, soit aux personnes accompagnées, soit au CVS. Je trouve que c'est des outils intéressants et la vidéo également peut être intéressante à montrer
aux professionnels ou au CVS avant l'évaluation. C'est très synthétique. Donc voilà, on a trouvé que c'était des outils de communication qui peuvent très bien s'utiliser avant l'évaluation et dans la mise en place de la démarche d'évaluation. Donc là, c'est pareil, on vous a mis les liens pour accéder à ces affiches. Voilà pour ce qui est de cette première partie. Donc, si on retourne sur la façon dont ça se présente sur Caliscope, on a 4 rubriques. On a l'essentiel des données, l'évaluation du niveau de la qualité, les éléments clés et les documents. Donc, l'essentiel des données, c'est ça. Vous avez le Caliscore de A, B, C, D, la première chose, et la proportion de critères impératifs atteints à 4 par rapport au nombre évalué. Donc là, il y a 14, dans cet exemple, il y a 14 critères impératifs qui ont atteint un score à 4. Et je dis bien 4, ce n'est pas 3,80, ce n'est pas 3,90, c'est 4 sur 4. Donc ça, c'est un élément important. Et là, dans ce cas de figure, il y avait 18 critères impératifs qui devaient être évalués. Alors, le nombre de critères impératifs est variable en fonction de vos structures. Ensuite, vous avez donc l'évaluation du niveau de la qualité. Donc là, à nouveau, ils remettent ce Caliscore. Et donc, après, juste en dessous, vous avez 4 onglets que vous pouvez faire défiler. Soit vous avez tout voir, donc finalement, c'est les moyennes de cotation toujours par thématique. Sur l'ensemble des 3 chapitres, soit vous allez par chapitre, la personne, les professionnels, l'établissement. Donc ça, c'est vraiment au vu du public, de tout public. Moi, je trouve que c'est pas si facile pour des personnes qui seraient pas, j'ai envie de dire, du milieu médico-social, à comprendre ce que ça veut dire, tous ces chiffres-là. En sachant que, par exemple, la démarche qualité gestion des risques, ce n'est pas une thématique qui fait partie du chapitre 1. Donc voilà, moi je trouve que ce n'est pas si facile que ça pour le grand public à appréhender, mais au moins c'est transparent, on a les résultats. Pardon, c'est un doublon. Et ensuite, alors on arrive sur les éléments clés. Donc ça, c'est des éléments, un focus, une sélection d'éléments qui sont perçus comme vecteurs de qualité. C'est comme ça que la HS les décrit. Alors, c'est des objectifs qui apparaissent comme essentiels pour mieux comprendre la qualité de l'accompagnement. En sachant qu'il y a 4 thématiques qui sont un peu regardées à la loupe, bien-traitance éthique, co-construction et personnalisation du projet d'accompagnement, démarche qualité et politique de ressources humaines. Il faut bien avoir en tête que ces éléments clés ne sont pas forcément, et d'ailleurs pas pour la plupart, pas des critères impératifs. Donc attention, si jamais vous vous êtes dit, bon ok, nous on va mettre la gomme sur les critères impératifs, eh bien ce serait embêtant parce que déjà, il n'y a pas que 18 critères dans le référentiel. Et surtout, vous voyez bien que sur la publication, il n'y a pas que les critères impératifs qui apparaissent. Et on va regarder ensemble. Donc là, par exemple, sur le premier élément, bien-traitance et éthique, on a 2 éléments qui sont observés sur les cotations. Alors, a priori, moi je pense que c'est les objectifs, les cotations des objectifs, mais je ne suis pas tout à fait sûre sur tous les éléments. Des fois, on a l'impression que c'est des critères. Donc, premier élément sur questionnement éthique des professionnels. Et donc, quand vous allez sur les petits points d'interrogation, vous avez cette description-là qui est faite, qui est une description, donc, comme je rappelle, pour le grand public, mais qui c'est pas une description qui apparaît telle quelle dans le référentiel. Donc, voilà. Donc, vous avez questionnement éthique des professionnels et puis vous avez la stratégie en matière de bien-traitance qui sont, je le rappelle, pas des critères impératifs. Ensuite, sur le projet d'accompagnement personnalisé, vous avez 3 éléments qui sont ressortis comme vraiment vecteurs de qualité. La stratégie inclusive dans le département,
Euh, le projet d'accompagnement adapté au regard des risques, alors ça, c'est de plus en plus observé, j'ai envie de dire, ces risques en santé, hein. Il y a, pour rappel, 7 risques en santé qui sont identifiés dans le référentiel. Vous avez, que je m'embrouille pas, les chutes, vous avez la malnutrition, la dénutrition, les risques de fausse route, la radicalisation. Attendez, parce que je le fais un peu en live. Vous avez, je les ai dit, les risques liés à la sexualité, l'harcèlement, abus de faiblesse, radicalisation, addiction aux conduites à risque, fugue, disparition. Donc voilà, ça c'est ça qui concerne les risques. Et puis la personnalisation du projet d'accompagnement. Donc on voit quand même qu'il y a un gros focus, hein, sur le projet d'accompagnement personnalisé. Voilà. Sur la démarche qualité gestion des risques, alors on a le plan gestion de crise. Alors c'est le seul élément qui est un critère impératif, hein. Il y a trois. Donc qui est mis en avant, et la démarche qualité gestion des risques de façon plus globale. Sur la partie politique de ressources humaines, ce qu'ils mettent en avant, c'est alors la politique de ressources humaines, la qualité de vie au travail, et alors un indicateur qui est assez étonnant parce que finalement il ne l'avait jamais annoncé, mais c'est finalement le taux d'atteinte des 15 critères de formation et de sensibilisation des professionnels. Donc finalement là, c'est quelque chose qui n'était pas du tout attendu, hein. Pour rappel, donc là on vous a listé les critères qui sont concernés par cette formation de sensibilisation. Alors nous, on en a décompté 16. Je ne sais pas pourquoi eux, ils en décomptent 15. En tout cas, et dans cette liste, hein, il n'y en a qu'un seul qui est impératif. Voilà. Autre élément, donc c'est ce qu'ils appellent les documents. Bah, finalement, c'est le rapport public. Le rapport public, c'est une synthèse au niveau des cotations. Il n'y a pas du tout les éléments de commentaires. Ils ont repris que les cotations, hein, vraiment. À la fois sur les thématiques, les objectifs. Et ça s'arrête là. Ils n'ont pas détaillé les critères. Donc, voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire concernant ça? Non. Peut-être avant de passer sur le zoom sur l'échelle qualité, est-ce que vous avez des réactions concernant ces éléments-là? Est-ce que ça vous oriente dans vos points de vigilance? N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez débloquer vos micros, il n'y a pas de souci. Alors, nous, les éléments clés, on se dit que finalement, enfin moi, je me pose la question de me dire, est-ce que dans la prochaine version, donc en 2028, est-ce qu'il y aura une nouvelle version avec des critères impératifs qui seront appuyés là-dessus? C'est une question que je me pose. Parce que le projet d'accompagnement personnalisé, enfin, il y a vraiment, pour moi, voilà, je pense que ça oriente peut-être les prochains critères impératifs dans la prochaine itération. Est-ce que je peux rappeler les modalités de calcul pour obtenir ABCD? Tout à fait, c'est la suite sur le Zoom de ce fameux Qualiscore. Donc c'est très bien, merci, ça me fait la transition. Donc le Qualiscore, donc on a A, c'est démarche qualité avancée. B, c'est structuré. C, c'est partiel. Et D, c'est insuffisant. Il faut savoir donc qu'il y a eu une publication sur cette échelle qualité dans laquelle vous allez retrouver spécifiquement les détails des calculs sur lesquels je ne reviendrai pas aujourd'hui, hein, parce que c'est quand même assez complexe, mais on va balayer certains éléments. Donc on vous a mis un lien encore une fois sur le PowerPoint.
En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette publication-là sur l'échelle, c'est que donc c'est un indicateur synthétique qui permet d'identifier le niveau de maturité de l'établissement en matière d'amélioration continue. Bon, ils remettent quand même que cette échelle a vocation à présenter de manière lisible un niveau de qualité en évitant le classement des établissements. Bon, l'humain étant ce qu'il est, c'est quand même très tentant d'aller vérifier, classer, se comparer. Ils ont quand même remis qu'il faut éviter cette idée de classement. Alors, sur le calcul, les modalités de calcul de cette échelle, il faut avoir en tête que finalement, c'est un croisement entre la moyenne générale des cotations des objectifs, donc là, ce qui est ici en vertical, et le taux d'atteinte des critères impératifs, donc ce qui est en horizontal là. Donc, c'est ces deux éléments qui vont permettre d'attribuer la note A, B, C ou D. Donc, vous voyez bien qu'il y a eu des repondérations, etc. Et juste pour vous préciser que sur les objectifs, sur l'ensemble des objectifs, vous avez un objectif qui a été surcoté, surpondéré, c'est l'objectif sur la démarche qualité, et qui est quand même, enfin, c'est important d'avoir cet élément en tête. Donc voilà, je vais pas rentrer dans le détail des calculs parce que c'est quand même un peu une usine à gaz avec des recalculs, etc. Je pense que, en tout cas, comment dire, enfin, je ne sais pas si les logiciels qualité, si vous en avez, vont se mettre à jour par rapport à ça. Il faut, voilà, c'est peut-être des questions que vous pouvez poser à vos fournisseurs de logiciels qualité, mais bon, voilà. Est-ce que ça répond à votre question, Monsieur Longépé, ou pas? Ok. Très bien. Alors, en tout cas, donc toujours dans cette publication, la HAS quand même appelle à la précaution sur l'utilisation comparative des données, puisqu'il précise qu'on est quand même dans un déploiement qui est récent de ce dispositif d'évaluation qui entraîne un niveau inégal d'appropriation des méthodes et des outils par les évaluateurs. Que finalement, cette cotation, cette publication, elle sera affichée pour 5 ans et ça ne fait pas apparaître justement la démarche d'amélioration continue qui est souhaitée. Et du coup, vous avez largement intérêt à bien communiquer sur vos plans d'action pour contrebalancer cet effet de photographie qui date de X mois, X années. Donc ça, je pense que c'est quand même un élément important à avoir en tête, c'est de se dire, bon, si jamais la cotation que j'ai me semble un peu sévère ou j'ai vraiment intérêt à communiquer beaucoup dessus sur ce que ça veut dire déjà. Aussi bien auprès des personnes accompagnées du CVS et des professionnels, et aussi à communiquer largement sur mon plan d'action et où j'en suis par rapport à ces axes d'amélioration. Pour synthétiser, on a fait un petit récap là sur cette publication et cet affichage en termes de où je les retrouve, comment ces calculs présentés, ce que ça représente. Donc c'est pareil, vous les aurez à disposition, ces éléments-là.
On arrive à l'issue de ce qu'on avait à se dire ce matin. Est-ce que vous avez voilà, on va prendre un temps de questions-réponses pour ce webinaire. Je vous laisse soit débloquer vos micros, soit prendre la parole en direct. A priori, pas de questions pour l'instant, donc j'en profite le temps que vous puissiez soit réfléchir. Pour vous redire que le prochain webinaire aura lieu le 6 novembre de 11h30 à 12h30 et on s'attardera sur les attendus et comment répondre à ces attendus sur du référentiel sur la gestion de crise et plein de réclamations. Ce sera Benoît Lascaux, le deuxième chargé de mission médico-sociale qui sera aux manettes. Et pour vous dire que notre catalogue de prestations 2026 est disponible sur notre site internet. Alors, deux remarques. Modification des modalités de calcul des moyennes, faute d'interrogation sur la légitimité, voire la légalité d'appliquer des règles de façon rétroactive. Oui, et alors là, vous êtes en train d'évoquer. J'en ai pas parlé parce que j'ai considéré que les personnes qui sont présentes n'ont pas encore passé leur évaluation, mais en fait, le sujet dont vous parlez, c'est que en début d'année, les cotations ont été modifiées dans le… En fait, auparavant, quand vous aviez une cotation à 3,8 sur un critère, eh ben, c'était arrondi à l'entier. Donc, ça faisait 4. Notamment, donc, si vous aviez un critère impératif qui était coté 3,8, eh ben, c'était arrondi à 4 et c'était considéré comme critère impératif atteint. Depuis janvier de cette année, ça n'est plus le cas. Un 3,8 restera un 3,8 et sera considéré comme un critère impératif non atteint. Ce qui fait que pour les établissements qui ont passé leur évaluation de façon antérieure, vous allez avoir une différence entre le rapport définitif que vous avez eu sur le nombre de critères impératifs atteints et ce qui sera affiché. Donc, effectivement, ça soulève beaucoup de questions sur, en gros, on ne nous avait pas prévenu, on change les règles du jeu en cours de route et effectivement, ça pose des interrogations. Et puis, pour expliquer ça aux professionnels, aux personnes accompagnées, c'est pas simple. Effectivement, je vous rejoins. C'est compliqué. Autre remarque, nous sommes une association de services mixtes. Alors oui, peut-être avant de passer sur l'autre remarque, monsieur Longépé, allez-y, vous pouvez très bien prendre la parole. Oui, tout à fait. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Voilà, nous, on a passé notre évaluation pour nos 5 EHPAD en janvier 2024, donc, avec des modalités qui étaient connues, qui étaient claires pour tout le monde. Et puis là, on va voir dans Caliscope nos résultats et ils ne sont pas du tout ceux qu'on a communiqués. Donc, ça pose quand même un gros problème de transparence. Ça pose un gros problème d'explication, effectivement, quand on a annoncé publiquement, qu'on a communiqué auprès des familles, auprès des résidents, auprès des tutelles, des résultats, et puis au final, eh ben, on dit vous n'avez plus tous les critères impératifs d'atteindre, mais vous n'en avez plus que la moitié. Vous n'êtes pas, contrairement à ce que nous pensions en termes de cotation, on était très contents de nos résultats. On pensait avoir bien travaillé. On savait qu'on avait des points à améliorer, évidemment, ça c'est sûr. Mais du coup,
en fait, on va être tenu d'afficher un résultat qui ne correspond pas du tout à ce qui nous avait été retourné. Ouais. Et donc, je me pose clairement, parce qu'en droit, une action n'est jamais rétroactive. Donc, est-ce que il existe aujourd'hui des moyens de, à minima, de discuter de cette décision unilatérale de la HAS qui n'a absolument pas communiqué avant publication des changements de mode de calcul? Est-ce qu'il y a des à minima discussion ou des recours légaux, voire à l'extrême? Oui, oui, effectivement, je vous rejoins, c'est quand même une grosse problématique. Alors, moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est, vous savez qu'il y a une adresse mail dédiée à l'évaluation des ESSMS. Et peut-être que par ce biais-là, moi, je vous invite à faire entendre ce que vous avez à dire parce que vous êtes loin d'être le seul des établissements dans ce cas de figure. Et oui, ça remue un petit peu. Voilà, on a différents contacts c'est quand même une grosse problématique. Donc, je vous invite, moi, par ce biais-là de l'adresse mail évaluation SSMS, de faire part de vos remarques et interrogations qui sont plutôt légitimes. Oui. Est-ce que vous avez besoin que je vous redonne l'adresse Je devrais la retrouver sans sur le site de la... Oui, elle est facilement identifiable. Oui. Ok. Merci pour ce retour. Alors, Madame Fontenot, nous sommes une association de services mixtes à domicile, 18 personnes accompagnées. Combien faut-il prévoir d'accompagnés traceurs? Alors, en fait, effectivement, le minimum, c'est 3 accompagnés traceurs. Et au-dessus, pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Donc, c'est 3 accompagnés traceurs. Vous devez prévoir, ça c'est sûr, quand vous avez 18 accompagnements. Puisque c'est entre 1 et 29 places, ces 3 accompagnés traceurs. Et donc, vous avez à prévoir le double en cas de désistement d'une personne le jour de l'évaluation. C'est 1800 personnes. Ah oui, parce que 18, je me disais... Alors, attendez, j'ai très très mal lu. On reprend. Nous sommes une association à domicile, 18 personnes accompagnées. Ah oui, 18 accompagnés traceurs, c'est ça que vous voulez dire? À faire? Non. Nous avons 1800 personnes accompagnées. D'accord. Alors oui, mais là, oui, vous êtes sur une filière. Alors pour le coup, sur une filière, c'est pas des, c'est pas, je reprends la fiche parce que je l'ai pas par cœur. Hein. Alors, est-ce que c'est noté? Normalement, c'est noté dans le. Hop. Alors. Service dans l'activité et mesuré en intervention individualisée, c'est ça? Vous êtes dans ce cas de figure-là? Pardon? Est-ce que vous êtes considérés comme des activités en intervention? Enfin, vous n'avez pas, c'est pas des plats, c'est pas des, je vais y arriver, hein, c'est pas des lits, vous avez des capacités d'accueil que vous avez. Oui, on a des capacités d'accueil. On a un service de soins avec 130 lits et on a des personnes qui sont accompagnées en aide. On est sur le dossier du service mixte. D'accord. Alors, je vous invite, parce que là, je vais pas tout de suite, à retourner sur la fiche, donc dans le manuel qui a été modifié là cet été. Ils ont dans la fiche numéro 3 du manuel, ils ont détaillé tous ces éléments en nombre et vous aurez la réponse. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions qui seraient
Alors, Madame Malanda, 150 places et plus, 8 accompagnés traceurs. Oui, bah écoutez, si. Mais voilà, oui, allez sur la fiche qui détaille sur le manuel. Effectivement, 150 places et 8, c'est ça. 8 accompagnés traceurs, je l'ai retrouvé aussi. Merci. Euh, Écoutez, je vous remercie. Alors, je vais juste oui, vous demander de bien vouloir répondre au questionnaire qui devrait s'afficher au milieu de votre écran. Je vous en remercie d'avance. Euh, voilà. Ben, écoutez, je pense qu'on arrive à l'issue de notre webinaire. On peut se retrouver le 6 novembre pour la question de la gestion de crise et plaintes et réclamations. Je vous souhaite à tous un bon appétit et je vous remercie.